C'est toujours l'essentiel sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin à présent avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, qui titre en une pour ce mois de novembre sur l'équation jeune. Plus de 600 millions d'Africains ont moins de 25 ans, Ziad. Bonsoir. Bonsoir. Face à vous. Ce n'est pas notre cas. Hein. Non, on aimerait bien. Hein. Non, je ne crois pas, mais... On vous le fera croire quelques minutes encore. Face à vous, Bruno Darou, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, des frappes sur la bande de Gaza et le sud du Liban. Israël a survisé le Hamas et le Hezbollah. Dans les deux cas, plus d'une dizaine de victimes. Et puis des signes persistants de tension au sein du couple exécutif au Sénégal. Arrivés ensemble au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko semblent à couteau tiré autour de l'ampleur de la rupture à mener avec l'ancien personnel politique. C'est tout de suite, on va plus loin. Israël à l'offensive sur plusieurs fronts ce mercredi, à Gaza où les autorités palestiniennes déplorent 22 morts dans des frappes aériennes. Au nord aussi, Benyamin Netanyahou s'est rendu ce mercredi sur le plateau du Golan, côté syrien, dans la zone jusque-là démilitarisée, mais où l'armée israélienne a déployé des troupes depuis la chute d'Assad. Une visite dénoncée comme une violation de souveraineté par Damas. On en reparlera. Il y a aussi et surtout ces frappes que mène Israël depuis hier contre le sud du Liban, avec près d'une quinzaine de morts en 2 jours. Les images commentées par Khalid Oussi. Un calme apparent quand soudain, Cheour, village du sud du Liban, vient d'être visé par une frappe de l'armée israélienne. D'immenses nuages de fumée se dégagent des bâtiments visés. Sur place, les habitants semblent hagards face à ce champ de ruines. Même constat à Der Kifa, également visé par une frappe israélienne ce mercredi. Il s'agissait de civils qui vivaient en sécurité dans leur maison, mais en peu de temps, ils ont tout perdu. Dans une vidéo publiée sur X quelques heures plus tôt, le porte-parole de l'armée israélienne avait averti les habitants des 2 villages de les évacuer. Ces frappes visaient, selon Israël, des installations du Hezbollah. Ceci est un avertissement urgent aux habitants du sud du Liban. Soyez vigilants, les forces israéliennes attaqueront prochainement des infrastructures militaires appartenant au groupe terroriste Hezbollah dans différentes zones du sud du Liban, en réponse aux tentatives illégales de l'organisation de se rétablir dans la région. Ces nouvelles frappes israéliennes sur les villages de Cheour et Der Kifa dans le sud du Liban surviennent quelques heures après un premier bombardement dans le camp de réfugiés palestiniens d'Aïn al-Eloué à Saïda. L'armée israélienne affirme avoir frappé un camp d'entraînement du Hamas qui, de son côté, a démenti. Les allégations de l'armée israélienne selon lesquelles le lieu ciblé serait un complexe d'entraînement appartenant au mouvement ne sont que pure calomnie et mensonge et visent à justifier son agression criminelle et à inciter à la haine contre les camps et notre peuple palestinien. Le bilan du raid de l'État hébreu sur le camp d'Aïn al-Eloué est de 13 morts selon le ministère libanais de la Santé. Ces bombardements surviennent en dépit d'un cessez-le-feu conclu en novembre 2024 qui visait à mettre fin à un conflit avec le mouvement libanais Hezbollah. Vous l'aurez compris, Israël justifie donc ses frappes en accusant le Hezbollah de vouloir reconstituer son arsenal militaire et d'aider le Hamas. Ziad Limam, est-ce le Hezbollah qui fait courir un danger au Liban en refusant obstinément de désarmer, comme l'y enjoint pourtant le cessez-le-feu conclu l'année dernière? Bon, je crois que tout le monde le viole, ce cessez-le-feu. C'est-à-dire on est dans une zone une zone grise. Bon, on voit à quel point c'est très difficile pour le gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah. C'est très difficile pour le Hezbollah de se désarmer entièrement sans garantie. C'est très difficile pour le Liban d'aller plus en avant si les Israéliens sont toujours présents au-delà de la frontière, ce qui est aussi une violation de l'accord, si par ailleurs Beyrouth est survolée en permanence. Donc on est dans cette ambiance quand même extrêmement négative. On peut faire preuve d'un peu de cynisme. On se doute bien que si les Hezbollah et le Hamas pouvaient reconstituer des structures ou des réseaux à portée de tir, ce qui serait aussi une manière de pouvoir peser sur des négociations futures, peut-être. Mais moi, ce qui me frappe depuis ces différents cessez-le-feu, celui du Liban, celui de Gaza, c'est qu'en fait, on est toujours en situation de guerre, en pause de guerre, et que, comme d'habitude, ceux qui trinquent sont les civils, parce qu'on voit les images. Alors, est-ce qu'il y avait un officiant Hezbollah dans les maisons qui ont été rasées par un missile qui leur est tombé dessus? On parle de dizaines de victimes. Je trouve que c'est là qu'on voit qu'on n'a pas changé le logiciel de ce conflit au Liban, du conflit à Gaza, qu'on est toujours dans cette posture très guerrière. Où en est le désarmement du Hezbollah, Bruno?
Écoutez, c'est difficile à dire. Hein, selon l'accord de cessez-le-feu, donc il y a presque un an, hein, le 27 novembre, ça fera un an déjà, c'est au gouvernement libanais et à la FINUL d'ailleurs de superviser le désarmement du Hezbollah. Alors, le gouvernement libanais et l'armée libanaise font ce qu'ils peuvent, font comprendre que de toute façon, il vaut mieux essayer de passer par le dialogue que par la contrainte pour essayer de récupérer les armes du Hezbollah, mais on sait très bien qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. Donc voilà, et que par ailleurs, comme le disait Ziad, effectivement, que le Hezbollah tente de se reconstituer militairement, c'est un peu dans son ADN. Qu'est-ce que fait le Hezbollah? Enfin, c'est le problème de toutes les guérillas, hein, en fait. C'est-à-dire, soit elle se transforme en mouvement politique, ce qu'est par ailleurs déjà le Hezbollah. Le Hezbollah. Ouais. Mais sinon, en fait, c'est compliqué. Le désarmement total, ça veut dire que c'est la fin de la guérilla. Donc, aucune guérilla ne le fait de gaieté de cœur. Donc, on est dans cet entre-deux, avec la FINUL qui est là, avec cet accord qui a été parrainé par les États-Unis et la France, avec aussi une très forte pression mise sur le gouvernement libanais et le président Joseph Aoun, notamment par les Américains, l'émissaire Tom Barak. Jusqu'à la fin de l'année. Hein. Voilà, il faut absolument que d'ici la fin de l'année, toutes les milices illégales soient désarmées au Liban. On voit qu'on n'y est pas, mais par ailleurs, tous les critères de ce cessez-le-feu, effectivement, ne sont pas respectés, y compris côté israélien, puisqu'Israël a encore 5 postes stratégiques au sud du Liban. Oui, 5 postes stratégiques, ce que dénonce d'ailleurs un rapport très attendu que l'ONU doit rendre public demain, à un an de la fin de la mission de la FINUL. On est donc effectivement là dans des délais extrêmement serrés. Or, Israël occupe toujours ces 5 zones, qui plus est au nord de la ligne bleue, c'est-à-dire au nord de la ligne en deçà de laquelle l'armée israélienne devrait s'être retirée à l'heure qu'il est. Et ils ne se retireront pas. Donc on voit bien qu'on est quand même dans des postures, encore une fois, je vous dis, extrêmement agressives, parce qu'on a la sensation probablement du côté israélien que les buts de guerre ne sont pas entièrement accomplis. On a probablement aussi la sensation que la guerre est aussi un moyen de solidifier, on l'a dit plusieurs fois, une alliance politique qui est extrêmement fragile et qui s'oriente vers des élections aussi, donc les équilibres internes. Et puis on a dit... sur le désarmement du Hezbollah et d'autres peut-être milices libanaises, la question c'est qu'est-ce qui relève de la milice, ça c'est sûr, qu'est-ce qui relève du parti politique. Aujourd'hui, est-ce que le Hezbollah a toujours la même audience politique au Liban, c'est-à-dire disons 30%, peut-être un peu plus? Est-ce qu'ils sont alliés avec les autres chiites? Est-ce que tout ça est en train de bouger? Donc la nature, la stabilité même du régime, du pouvoir libanais est très fragile, surtout sur la question israélienne qui est particulièrement, j'allais dire, structurante et divisive. Oui, le pouvoir au Liban, il faut le préciser, repose sur une répartition confessionnelle qui donne à la tête du pays donc un président chrétien, un premier ministre d'obédience sunnite et un président du Parlement chiite. Pendant longtemps, le Hezbollah, avec son allié Hamas, ont occupé effectivement les avant-postes, représentant, même s'il n'y a pas de recensement qui a été fait au Liban, donc on ne sait pas précisément combien chaque confession pèse aujourd'hui dans l'équilibre démographique du Liban, mais en gros un tiers de la population. Est-ce que désarmer le Hezbollah, Bruno, c'est affaiblir le mouvement politique et éventuellement même le poids des chiites au sein de la vie politique libanaise? Affaiblir le mouvement politique, ça paraîtrait une conséquence assez probable et logique. Voilà, donc peut-être que ça joue aussi. Après, l'affaiblir au sein du Parlement, vous voulez dire oui, enfin bon, voilà. Et la représentativité donc de la communauté chiite au Liban. Alors, voilà, ça c'est aussi l'éternel problème au Liban. Est-ce que le Hezbollah représente toute la communauté chiite? Est-ce que les allégeances au mouvement Hezbollah sont toujours parfaitement libres dans un pays où, de toute façon, cette milice joue aussi un rôle d'équilibreur social, quand même, qui permet à des familles de vivre. Donc, ce qu'il faut, c'est un peu le libre jugement sur ce mouvement. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que notamment dans le sud de Beyrouth, dans le sud du pays, le Hezbollah a quand même encore beaucoup de soutien, parce que il y a effectivement le fait que la figure d'Israël, la figure de l'ennemi, en fait, aide aussi cette population à se souder autour d'un mouvement comme le Hezbollah. Et tout ça, c'est ancré profondément. Donc défaire tout ça, ça prend beaucoup de temps. Il n'y a aucune confiance
du Hezbollah, évidemment, envers Israël et réciproquement. C'est-à-dire qu'Israël ne pense pas que le Hezbollah accepte de se désarmer. Et d'ailleurs, dit Israël, on le voit, là, on détruit des caches d'armes, etc. Que le Hamas, en plus, parce qu'Israël affirme aussi avoir détruit des caches d'armes du Hamas, donc, vu du côté israélien, c'est-à-dire que le Hamas essaye aussi de se reconstituer, y compris dans cette zone-là. Donc, voilà, on est quand même toujours dans cette complexité. Mais pour bon, alors, même si le Hamas c'est pas des chiites, mais concernant les chiites, il y a effectivement ce problème. Et puis il faudrait qu'il y ait une autre organisation purement politique qui arrive à les représenter. Une pression, celle d'Israël, qui s'exerce aussi sur le pays qui a longtemps été perçu comme le parrain régional du Liban, la Syrie, autrefois proche de l'Iran, tout comme le Hezbollah libanais. C'était jusqu'à la chute de Bachar al-Assad l'an dernier. Depuis, un fossé s'est creusé entre Damas et Téhéran, mais ça n'empêche pas Israël de mener régulièrement des frappes en territoire syrien et d'en occuper même une fraction sur le versant du plateau du Golan côté syrien, dans une zone jusque-là démilitarisée. Mais Tsahal a avancé, profitant du chaos qui a suivi le renversement d'Assad. Un lieu où s'est rendu Benyamin Netanyahou ce mercredi, rendant visite aux soldats israéliens. Il a fait cette déclaration, écoutez. Nous attachons une immense importance à notre capacité, tant défensive qu'offensive, ici, à la protection de nos alliés druzes et surtout à la protection de l'État d'Israël et de sa frontière nord, bordant l'autre côté du Golan. Cette mission peut évoluer à tout moment, mais nous comptons sur vous. Voilà, manifestement, ils sont là pour rester. Les Israéliens, Ziad Limam, Damas n'a pas tardé à agir en condamnant une violation de sa souveraineté territoriale. Comment interpréter le message de Benyamin Netanyahou ? Déjà, sur le plan de la logique, c'est assez particulier parce qu'à ce moment-là, ils peuvent prendre 50 km, ils peuvent prendre 100 km, ils peuvent prendre 200 km. Si c'est eux qui décident de quel est quel est le nombre de mètres carrés qui font leur sécurité, c'est quand même assez impressionnant que le Premier ministre israélien est en territoire nouvellement occupé et que ça pose aucun problème. Donc c'est quand même très, très ennuyeux. La deuxième chose, c'est que ils ont un interlocuteur à Damas. Ça fait des semaines que ça négocie avec le gouvernement syrien et le président qui dit « Nous, on est partant sur un accord, mais il y a des lignes qu'on ne peut pas céder. Et en particulier, on ne peut pas prendre le Golan et dire « ce n'est plus syrien ». Donc il y a un débat qui est soutenu par les Américains. Donc, El Shara a été reçu en grande pompe à Washington. Donc les Américains sont entre les deux, mais on voit bien là aussi que la stratégie israélienne, c'est de dire, en fait, je ne veux pas de cette stabilité-là. D'abord, je ne fais pas confiance à ce El Shara dont on sait qu'il a eu une jeunesse, j'allais dire, militante islamiste. Al-Nosra, qui était affilié à Al-Qaïda. Un groupe d'Al-Qaïda. Comme quoi ça change, mais en tous les cas, il n'y a aucune confiance et il n'y a pas la volonté, d'un changement de paradigme. C'est-à-dire que avec le régime Assad, c'était clair. Un ennemi neutralisé, on s'occupait des liens avec l'Iran, on était dans un cadre clair. Là, il faut aller vers un nouveau paradigme, et ce nouveau paradigme que les Américains poussent, les Israéliens n'en veulent pas, et sans là aussi faire preuve d'un trop grand cynisme, je pense que dans les stratèges militaires israéliens, l'idée c'est que ça soit quand même un peu le bazar un peu partout et l'affaiblissement pour ne pas avoir une grande Syrie, par exemple, qui serait réunifiée et plus solide à leur porte. On imagine que ce déplacement de Benyamin Netanyahou et ses déclarations, elles doivent irriter les Américains. Donald Trump au premier chef qui recevait Ahmed al-Shara la semaine dernière pour l'inciter à rentrer dans les accords d'Abraham et donc à reconnaître Israël, Bruno Darroux. Oui, et visiblement, Benyamin Netanyahou se dit que si ce qui va arriver évidemment en Israël, s'il y a des élections, c'est pas tant pis pour Donald Trump, mais il va rester comme ça sur cette ligne de crête. Pariant, comme il l'a toujours fait, sur le fait que jamais les Américains n'abandonneront finalement l'aide militaire à Israël. Ils peuvent exprimer leur mécontentement, mais Benyamin Netanyahou reste dans son logiciel politico-guerrier qui, pense-t-il, va lui permettre finalement de sauver sa peau en tant que dirigeant politique et aussi sa peau personnelle, puisque s'il était réélu, ça lui éviterait d'aller devant les tribunaux.
Donc oui, ça irrite les Américains, ça va effectivement contre le plan de Donald Trump qui tient. Alors les accords d'Abraham, c'est son mantra en quelque sorte, puisque là, il a reçu hier, voilà, Mohamed Ben Salman. Donc si il pouvait faire ça dans tout le Moyen-Orient, et y compris avec la Syrie, eh bien évidemment, lui pousse en ce sens, mais pour l'actuel gouvernement. Je ne dis pas pour tous les dirigeants israéliens, mais pour l'actuel gouvernement dirigé par Netanyahou, ce n'est pas un très bon calcul politique. Au passage, on peut quand même noter que c'est aussi, d'ailleurs, Antonio Guterres, le chef de l'ONU, le patron de l'ONU, a réagi en disant que c'est pas accessoirement aussi une violation du droit international, puisque c'est une zone tampon qui a été déterminée par une résolution de l'ONU. Depuis 80. Voilà. Non, mais en fait, je pense qu'il y a aussi, il y a probablement de l'inquiétude dans les think tanks militaro-politiques israéliens. On ne veut pas des accords d'Abraham ? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on sent bien que pour les Américains, il semblerait que le cas de Gaza, de la Palestine et du Liban soit une discussion. Par contre, la Syrie, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Golfe, c'est une autre discussion. Et que là, ils sont fortement engagés à remettre en jeu le statu quo. Quand vous dites publiquement ce qu'il a fait hier à la Maison-Blanche avec le prince héritier MBS, quand il dit « Oh, bah, Israël, l'Arabie Saoudite, c'est la même chose », c'est énorme de dire ça. Il dit « Je peux leur vendre des F-35 ». De toute façon, c'est tous les deux nos alliés proches. Oui. Donc, on est quand même dans une reconfiguration assez raide. Raide pour Israël, vous voulez dire ? Oui, parce qu'on change complètement les règles du jeu. Et donc il y a forcément un peu d'inquiétude, d'ambiguïté, d'ambivalence sur comment on navigue cette période qui va en plus jusqu'aux élections. Donc c'est là qu'on recoupe les enjeux, mais c'est quand même il se passe des choses qui sont qui sont un peu systémiques quand même. Oui, Benyamin Netanyahou se cabre, c'est comme ça Benyamin Netanyahou se cabre, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Oui, il se cabre et effectivement il y a une forme sans doute d'inquiétude sur le thème. Notre allié américain qu'on croyait, et Donald Trump, qui était le héros d'Israël, là, effectivement, ça se complique. Donc, il faut compter sur nous, il faut rester prudent, il faut... après, il y a encore une fois, je pense, le logiciel guerrier de Benyamin Netanyahou. Mais oui, effectivement, l'histoire des F-35, même si Donald Trump ira essayer de dire que ce ne serait pas le même calibrage que pour les Israéliens, qui seraient davantage contrôlés que... les avions qui devraient être vendus à l'Arabie Saoudite. Ok, mais enfin bon, le fameux avantage militaire qualitatif dont on parlait hier, accordé par les États-Unis à Israël de longue date, il est un peu, de fait, battu en brèche. Ouais. Donc, il y a peut-être, effectivement, chez les dirigeants militaires, une forme d'inquiétude. On en vient à présent à l'actualité au Sénégal, où des dissensions apparaissent entre les deux têtes de l'exécutif. Arrivés au pouvoir sur un même programme de rupture radicale, le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, jusque-là inséparables, sont aujourd'hui ouvertement en désaccord. C'est Ousmane Sonko lui-même, autrefois leader et visage politique du duo, qui a porté leurs différences sur la place publique. C'était lors d'un meeting à Dakar il y a 10 jours. Écoutez. Ceux qui appellent au pardon sont ceux qui nous combattaient hier. Ils tentent d'isoler le président Bassirou Diomaye Faye, lui disant que je suis violent. Ce ne sont pas des alliés loyaux. Un allié loyal ne chercherait pas à me séparer de Diomaye. Ziad Limam, si la situation intrigue, c'est que Bassirou Diomaye Faye était perçu comme l'homme de Sonko, l'actuel Premier ministre n'ayant pas pu se présenter à l'élection présidentielle pour cause d'inéligibilité. Oui, c'est une histoire assez intéressante à suivre politiquement. C'est-à-dire le numéro 1 est devenu numéro 2, le numéro 2 est devenu numéro 1, parce que Bassirou Diomaye Faye avait un rôle très important au PASTEF. C'était un peu le théoricien, c'était j'allais dire j'ose pas dire la tête pensante. Oui, l'intellectuel, la tête pensante, le programmateur, etc. Et il était le numéro 2 du parti et le numéro 2 d'Ousmane Sonko. L'homme de l'ombre aussi, pendant longtemps. Oui, en tout cas, ils étaient très proches. Oui. Il y a beaucoup de fraternité, très proches. Ce qui se passe, c'est que donc les rôles sont inversés, ce qui n'est jamais simple. Que Diomaye Faye est président de la République, et président de la République avec une constitution présidentielle, c'est-à-dire c'est une constitution qui lui attribue des pouvoirs. Mais Ousmane Sonko, c'est aussi
le populaire. C'est lui qui quand il fait son meeting, il a des milliers de personnes qui viennent. C'est lui, excusez-moi le terme, l'idole des jeunes. C'est lui qui fixe le tempo politique. Et ils ont progressivement des désaccords, mais qui ne sont pas de façade. Le premier désaccord, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les anciens de Macky et même qu'est-ce qui se passe avec Macky Sall. Parce que certains prônent une forme d'entente, d'autres, comme Sonko, sont carrément dans la nécessité de il faut faire juger Macky, etc. Donc, il y a un passif dans cette histoire. Donc ça, c'est un. Deux, sur la dette, le FMI, la politique économique, il y a des vraies dissensions. Il y a clairement un camp qu'on pourrait dire pragmatique et un camp plus idéologique. Et puis, troisième point, c'est clair que les ambitions se créent quand on s'assied quelque part. C'est clair que quand on est chef d'État, on voit du monde, on voyage, on est soutenu, on est encouragé, prêt peut-être, et que les autres dissensions viennent encourager ça. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce stade, d'avoir une crise institutionnelle, parce que ça serait une crise institutionnelle, parce qu'un président et un Premier ministre de la même formation politique qui se déchirent, on va vers la crise institutionnelle, la paralysie, où il y en a un ou alors il y a quelqu'un qui est viré, ça serait très très dur pour le Sénégal au moment où des décisions très complexes sont à prendre sur le plan économique, au moment où il faut relancer aussi cette machine économique qui est paralysée par cet accord ou ce non-accord avec le FMI. Donc l'intérêt de tous les acteurs serait une forme de modus operandi qui les emmènerait jusqu'à, quelques mois des élections pour qu'après le peuple tranche. Dernière chose, tout ça est illustratif du PASTEF. Le PASTEF était un parti d'opposition puissant, mais parce qu'il était d'opposition. Mais en réalité, au PASTEF, ça va de la gauche pure et dure à une forme de libéralisme contemporain. Il y a quelques pas islamistes, mais il y a quelques vrais conservateurs, tendances religieuses. Il y a des laïcs, il y a de tout. Et donc la synthèse PASTEF, elle va peut-être, c'est-à-dire que l'alternance se fera peut-être à l'intérieur du parti par une clarification idéologique entre ceux qui iront là et ceux qui iront là. Bruno, c'est d'autant plus important parce que le Sénégal, laboratoire démocratique, avait valeur d'exemple aussi pour l'avènement de cette nouvelle génération au pouvoir qui voulait une rupture très franche avec le passé, avec les relations avec l'ancienne puissance coloniale, la France, et avec cette génération des hommes qui l'ont incarné. Et oui, parce que en fait, Monsieur Faye a été élu, et Monsieur Sonko d'une certaine manière, beaucoup par les jeunes, avec des très grandes espérances sur l'emploi, le coût de la vie, l'éducation, la santé, etc. Donc ils ont fait lever beaucoup d'espérances chez la jeune génération. Bon, le président Faye, lui, non, il est confronté aussi aux réalités. Sonko, lui, il continue à avoir une très grande influence auprès du PASTEF. Et puis on l'a entendu, là, il est quand même plus radical que Faye. Et puis, il y a la dure réalité. Cette dette dont une partie, même le FMI l'a reconnu, était cachée sous Macky Sall, elle est gigantesque. C'est un peu le cas de la Grèce, finalement. Le FMI réalise qu'il y a une dette cachée. 132% du PIB, c'est énorme. C'est la plus, en proportion, c'est la dette la plus importante en Afrique. Et il faut trouver un accord avec le FMI. Et là, il y a des divergences sur est-ce qu'on passe par les fourches codines du FMI, ou est-ce qu'on s'y oppose, ou est-ce qu'on trouve un compromis. Donc ça, c'est aussi très important. Donc il y a à la fois, potentiellement, effectivement, comme disait Ziad, une crise politique, et puis les couples. Alors, les circonstances étaient radicalement différentes, mais c'est pas une première que des deux personnalités très proches. On pense à Chirac, Balladur. À un moment, je te cède ma place, tu y vas, mais tu me rends la place dans 2 ans. Bon, en général, ça se passe jamais comme ça. Sauf Poutine-Medvedev. Comment ? Sauf Poutine-Medvedev. Mais il y avait des risques. Il y avait des risques. Voilà, on savait qui était le chef. Et puis à un moment, ça a été tendu quand même. Donc, il y a cette lutte pour le leadership. L'horizon, effectivement, c'est 2029, l'élection présidentielle, mais il y a aussi, il y a une crise politique qui est doublée aussi, d'une situation économico-sociale quand même préoccupante. En fait, il n'y a pas d'autre solution, c'est dur à dire, qu'un deal avec le Fonds monétaire, parce qu'en fait, c'est ça qui conditionne tout.
C'est ça qui conditionne les prêts des autres instances multilatérales, c'est ça qui conditionne les prêts privés éventuellement. Et de toute façon, il est clair qu'il y a besoin de restructurer, c'est le mot qui fait peur, il y a besoin de restructurer cette dette puisqu'elle devient intenable. Ça, c'est vraiment un point important et c'est là où ça devient très politique, c'est que dans la ligne de ce qu'il faut couper, il y a des choses qui sont socialement infaisables. C'est les subventions sur le carburant, les subventions sur l'énergie, ça, c'est l'explosion sociale. Et puis juste un petit point avant de finir, c'est qu'en 2026, il y a les Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar, en octobre-novembre, ce qui serait une occasion aussi de uplifter un peu l'ambiance en accueillant le monde entier. Ça serait les premiers Jeux Olympiques, événements olympiques en Afrique. Donc là aussi, on voit qu'il va falloir passer ces conflits personnels pour aller vers quelque chose de relativement stable. Et là où cela s'incarne aussi dans des personnes, c'est que rassurer les bailleurs, et notamment le FMI, ça veut dire peut-être s'appuyer aussi sur des figures de l'ancien régime, entre guillemets. On parle d'Aminata Touré, notamment, la conseillère de Bassirou Diomaye Faye. Si j'ai bien compris, ancienne première ministre. Une des causes de la crispation actuelle entre les deux hommes. C'est que Faye a décidé de nommer Aminata Touré, donc ancienne ministre de la Justice, ancienne première ministre, tête de la coalition présidentielle, de la coalition, et du côté du PASTEF et donc de chez Sonko, on a dit bah non, c'est quoi cette cette opposante de dernière minute, et puis le PASTEF est la principale composante de la coalition, donc le président n'avait pas à prendre cette décision. Enfin voilà, donc il y a cette crispation là autour aussi d'une personnalité qui est vue par les uns comme s'étant rapproché de l'opposition, et par les autres comme incarnant l'ère Macky Sall, dont elle a été chef du gouvernement. Merci beaucoup. Ziad Limam, Bruno Darou, on va plus loin, c'est terminé. Dans un instant, ce sera la suite de l'essentiel. On évoquera notamment la situation en Ukraine après une journée de bombardement très importante, l'une des pires de l'année, l'une des plus meurtrières. Et alors que l'on dit que Kiev aurait reçu des États-Unis un plan de résolution de paix qui n'est pas forcément du goût des Ukrainiens. On ira sur place dans un instant. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter les grands événements de la journée. Retrouvez tous les soirs Claire Hilderbrand dans l'Actu 360 en direct sur France 24.